Le message sur son téléphone, une notification ordinaire que j'avais à peine remarquée, devint le bruit de mon monde qui s'écroulait. Ce n'était pas un fracas violent et dramatique, mais un grincement lent et insidieux, comme des poutres qui gémissent sous un poids insupportable. J'étais dans la cuisine en train d'essuyer les plans de travail, fredonnant un air d'une playlist oubliée, quand son téléphone vibra sur l'îlot central. Il était sous la douche, l'eau martelant le carrelage, inconscient. Une infime partie de moi, presque imperceptible, celle qui ressentait toujours un picotement de malaise, me poussa du coude. Juste un regard, murmura-t-elle. Il ne s'en offusquerait pas. C'est toujours comme ça que ça commence, non? Avec un murmure, une minuscule fissure dans la façade de confiance. Je décrochai le téléphone, mes doigts effleurant la vitre froide. L'écran de verrouillage s'alluma et voilà, un aperçu du message d'un contact simplement étiqueté « voisin ». Mon souffle s'accéléra. Ce n'était pas le nom qui m'arrêtait, mais le contenu de l'aperçu. J'ai hâte d'être à ce soir. Notre secret, pas vrai? Mon estomac se serra comme une pierre dans un puits sans fond. Mes mains, encore humides du comptoir, se mirent à trembler. Notre secret? Quel secret? Mon esprit, d'habitude si vif, avait l'impression de patauger dans une boue épaisse. J'ai déverrouillé le téléphone, le cœur battant la chamade, tel un oiseau affolé pris au piège dans une cage. Et il était là, mis à nu, une tapisserie de tromperie tissée avec une aisance désinvolte. Des messages, des photos, des projets, pas seulement pour ce soir, mais pour des semaines, des mois. Le voisin, notre voisin, celui qui souriait toujours si gentiment par-dessus la clôture, qui empruntait du sucre et le rendait avec une tarte maison. Celui dont j'entendais parfois le rire résonner depuis notre terrasse commune. Mon mari, l'homme avec qui j'avais construit une vie pendant plus de 10 ans, l'homme qui était censé être mon ancre, mon refuge, avait une liaison avec la femme d'un accent grave côté. Le monde derrière la fenêtre de la cuisine, baigné quelques instants plus tôt dans la douce lueur d'un après-midi d'été, semblait s'estomper. Le fredonnement s'éteignit sur mes lèvres. Je sentis une vague de froid m'envahir, partant de mon cuir chevelu et descendant jusqu'à mes orteils, me laissant engourdi et vide. Ce n'était pas seulement la trahison qui me frappait. C'était l'audace, la proximité, la désinvolture de tout cela. Combien de fois lui avais-je offert une tasse de café, discuté de travaux de jardinage alors qu'elle partageait secrètement le lit de mon mari? Combien de fois m'avait-il embrassé au revoir pour se faufiler à côté quelques instants plus tard? L'injustice de tout cela me brûlait la poitrine. Nous étions à quelques semaines de notre 10e anniversaire de mariage. 10 ans, une décennie de rêves partagés, de sacrifices, de rires et de larmes. Je m'étais investi de tout mon être dans notre vie commune, prenant soin de notre foyer, soutenant sa carrière, étant sa confidente, sa partenaire dans tous les sens du terme. J'avais imaginé un avenir rempli de calme et de satisfaction, vieillir ensemble, méditer sur une vie bien remplie, et maintenant ceci. Une liaison de grog bon marché avec la femme qui habitait à 6 mètres. Je parcourus les messages, chaque mot étant une nouvelle attaque, des surnoms, des blagues, des plaintes à mon sujet. Il me traitait de coincée, d'ennuyeuse, trop concentrée sur le travail. L'ironie me laissait un goût amer. Je travaillais dur pour nous, pour l'avenir que nous projetions. Il se plaignait de ma concentration, tandis que la sienne était clairement ailleurs, absorbée par des réunions clandestines et des promesses murmurées. La colère commença à bouillonner, un bourdonnement bas et dangereux sous le choc. Ce n'était pas une rage ardente. Pas encore. C'était une fureur froide et calculatrice. Le genre de colère qui ralentit le rythme cardiaque et clarifie les pensées. J'entendis la douche se fermer. Le silence soudain était assourdissant. Mon cœur battait plus fort. Il allait sortir d'une minute à l'autre. Que ferais-je? Crier? Pleurer? Lui balancer le téléphone? L'idée d'une confrontation houleuse, de voir ses excuses pathétiques, ses remords fins, me retournait l'estomac. Non, ce n'était pas mon genre. Je n'allais pas lui donner la satisfaction de me voir craquer. Ni maintenant. Ni jamais. Un calme étrange m'envahit, une clarté glaciale. Je fermai l'application de messagerie, verrouillai son téléphone et le remis exactement où je l'avais trouvé. Mes mains tremblaient encore, mais mon esprit était vif, concentré. Je pris une profonde inspiration tremblante, puis une autre. Je regardai mon reflet dans la vitre sombre de la porte du four. Mes yeux, habituellement brillants, étaient cernés, mais il y avait une lueur nouvelle en eux,
une détermination d'acier que je ne me connaissais pas. Il entra dans la cuisine quelques minutes plus tard, enveloppé dans une serviette, en fredonnant. Il me regarda, un sourire désinvolte aux lèvres. « Dis donc, ma chérie. Presque prête pour le dîner ?» Je forçai un sourire. Une chose fragile, qui me semblait étrangère. Presque. Je finis juste ici. Ma voix était ferme. Étonnamment. Il ne remarqua rien. Ni le tremblement dans mes mains. Ni la tempête qui faisait rage derrière mes yeux. Il prit simplement un verre d'eau, inconscient, et sortit. À cet instant, en le regardant s'éloigner, un plan commença à prendre forme, insidieux et délicieux. Notre dîner d'anniversaire. C'était censé célébrer notre amour, nos 10 ans passés ensemble. Ce serait une célébration, certes, mais pas celle à laquelle il s'attendait. Cette pensée me fit frissonner, un mélange d'appréhension et d'excitation exaltante. Je ferai en sorte que lui et son petit secret n'oublient jamais notre 10e anniversaire. Le décor était planté. Les acteurs étaient à leur place, sans le savoir. Et moi, l'épouse apparemment inconsciente, j'allais devenir la réalisatrice du drame le plus spectaculaire et le plus humiliant de leur vie. Le rideau allait se lever, et je savais avec une certitude qui me glaçait les os qu'il ne le verrait jamais venir. Les jours qui suivirent furent une leçon magistrale de répression émotionnelle. Chaque matin, je me réveillais avec le même poids sur la poitrine, le même goût amer dans la bouche, mais je m'affichais avec un sourire, un masque de normalité si convaincant que je me trompais presque moi-même. Mon mari, béni soit son cœur inconscient, semblait flotter dans la vie, sifflotant des airs, faisant des commentaires désinvoltes sur notre grand dîner d'anniversaire. Chaque mot était une nouvelle insulte, chaque contact une offense. Il me disait combien il m'aimait, combien il avait de la chance, et je hochais la tête, l'esprit perdu, planifiant méticuleusement sa chute. C'était une forme étrange. Et tordue d'instinct de survie. Je ne pouvais ni crier, ni pleurer, ni même m'autoriser le luxe de m'effondrer. Pas encore. Il me fallait être forte, lucide et absolument impitoyable. Les injustices s'accumulaient. Pas seulement la liaison, mais ces années d'affronts subtils qui, rétrospectivement, semblaient crier au mépris. Il m'avait toujours fait sentir que mes contributions étaient secondaires, mes opinions moins valables. Quand j'ai lancé ma petite entreprise, y investissant mes économies et d'innombrables nuits blanches, il la considérait avec dédain comme mon petit passe-temps. Il m'interrompait souvent dans les conversations, finissant mes phrases ou me corrigeant, toujours avec ce sourire condescendant qui disait « Je sais que non ». Je me suis souvenu d'un incident particulièrement douloureux lors d'une réunion de famille. Je partageais avec enthousiasme une idée de nouveau produit, sur laquelle je travaillais depuis des mois, et il a ajouté « Oh, elle s'emballe tellement avec ces trucs-là. C'est juste une phase, en fait. » Tout le monde a ri. J'ai ri aussi. Un son creux, vide, tandis qu'en moi quelque chose se fanait. C'était un maître du gaslighting, même si je n'avais pas le terme à l'époque. Mes inquiétudes concernant ces nuits tardives, son comportement distant, étaient toujours accueillies par un soupir, un roulement des yeux. « Tu es paranoïaque, disait-il. Tu te fais des idées. Pourquoi es-tu toujours si méfiante ?» Il me faisait douter de ma propre santé mentale. Il me donnait l'impression d'être le problème. Celui qui était trop émotif, trop exigeant. J'ai commencé à y croire, à me rétracter, à faire taire ma propre intuition. Je lui accordais toujours le bénéfice du doute. Je lui accordais ma confiance, ma loyauté, mon soutien indéfectible. Je lui donnais tout. Et lui, avec la cruauté désinvolte d'un enfant se débarrassant d'un jouet cassé, me rejetait. La phrase clé, je leur ai tout donné. Et ils m'ont rejeté comme si de rien n'était, résonnait constamment dans mon esprit. Ce n'était pas seulement lui. C'était le silence collectif de notre entourage. Sa famille, qui semblait toujours l'adorer, ne voyait rien, ne disait rien. Mes propres parents, qui avaient toujours prêché la sainteté du mariage, semblaient fermer les yeux sur les subtils changements dans notre dynamique. Ils disaient, tous les mariages ont leur haut et leur bas. Ou, fais juste un effort supplémentaire, mon cher. Personne ne voyait la lente érosion de mon esprit, la façon dont je devenais peu à peu invisible chez moi. J'étais un accessoire, un élément pratique, tandis qu'il menait une double vie sous mon nez. Pendant ce temps, la voisine poursuivait sa comédie. Elle me faisait signe de la main depuis son porche, me souhaitait un bonjour amical quand je recevais le courrier. Son sourire, autrefois innocent,
semblait maintenant d'une douceur sucrée qui me faisait mal aux dents. Je me forçais à lui rendre son salut. Ni ma voix ni mes yeux ne trahissaient rien. Une tempête couvait. Je l'imaginais rire avec lui, se moquer de moi, leur secret n'étant qu'une plaisanterie partagée. Cette pensée a renforcé ma détermination. Il ne s'agissait pas seulement de la trahison de mon mari. Il s'agissait de sa complicité, de son irrespect audacieux. Elle savait que j'étais sa femme, que nous fêtions notre anniversaire, et pourtant elle se délectait de son rôle d'autre femme. Un soir, alors que je les observais depuis la fenêtre de ma cuisine, lui faisant semblant de réparer un poteau de clôture branlant tandis qu'elle se penchait vers moi, murmurant et riant, une certitude froide et dure s'est solidifiée en moi. Il ne s'agissait plus seulement de douleur. Il s'agissait de justice. Il s'agissait de retrouver ma dignité, mon estime de moi, qu'ils avaient si négligemment bafouée. La tension dans mon corps était un bourdonnement constant, un ressort tendu. J'avais l'impression d'être une bombe qui tic-tac silencieusement, attendant le moment précis pour exploser. Le public, mon mari et sa maîtresse ignoraient totalement la performance explosive que je leur préparais. Ils se prenaient pour les vedettes de leur propre petit drame illicite. Ils avaient tort. J'étais la vedette, et j'allais livrer une performance qu'ils n'oublieraient jamais. Le rideau se levait, et ils allaient être pris sous les projecteurs, exposés aux yeux de tous. La douleur était une compagne constante, une douleur sourde qui me lançait sous la peau, mais quelque chose de profond avait changé. Ce n'était plus une agonie débilitante. C'était un carburant. Les larmes que je refusais de verser s'étaient solidifiées en une résolution froide et dure. Je n'étais pas seulement blessée. J'étais stratégiquement furieuse. Mon esprit, autrefois embrumé par la confusion et le doute, était désormais un instrument finement réglé, décortiquant chaque détail, chaque possibilité. L'idée d'une explosion émotionnelle de cris et de jets d'objets me semblait désormais totalement absurde. Ce serait leur donner exactement ce qu'ils voulaient, ma dépression, mon humiliation. Non, je ne leur donnerais pas cette satisfaction. Je serais une tempête silencieuse, une force invisible. Ma première réaction fut de rassembler les preuves. Je ne me suis pas contenté de faire une capture d'écran. J'ai méticuleusement documenté. Chaque message, chaque photo, chaque emoji suggestif a été enregistré, daté et sauvegardé sur un disque dur sécurisé, puis sur un disque dur physique caché au plus profond de mon bureau. J'ai même réussi à récupérer des messages supprimés de la sauvegarde de son téléphone, une petite astuce apprise d'un ami technophile des années auparavant. Le volume de leurs échanges illicites était stupéfiant. Ce n'était pas une simple indiscrétion passagère. C'était une véritable liaison à long terme, ancrée dans notre quotidien. L'humour acide a alors commencé à monter, un amusement noir et cynique face à la théâtralité de leur tromperie. Ils se croyaient si malins, si discrets. Ils ignoraient totalement qu'ils écrivaient leur propre scénario pour ma grande révélation. J'ai commencé à modifier subtilement ma routine. Au lieu de rentrer directement du travail, je faisais des courses, qui étaient en fait des rendez-vous clandestins avec un avocat. Pas n'importe lequel, mais une spécialiste du droit de la famille perspicace et pragmatique, connue pour sa discrétion et sa capacité à gérer des séparations financières complexes. Je ne lui ai pas tout dit au début, juste que j'envisageais mes options. Je voulais comprendre le paysage juridique, connaître mes droits, pour être sûr que, une fois la poussière retombée, je ne me retrouverais pas sans rien. Elle est devenue mon alliée silencieuse, une force puissante agissant en coulisses. Elle m'a conseillé pour protéger mes biens, tout documenter, monter un dossier solide. Savoir, c'est pouvoir, m'avait-elle dit, le regard. Perçant et empathique. Et la patience est votre meilleure arme. Je me souvenais aussi d'un détail d'il y a des années, un détail apparemment insignifiant qui me semblait désormais un atout caché. Au début de notre mariage, alors qu'il peinait à faire décoller son entreprise, j'avais investi dans son entreprise une part importante de mon héritage, l'argent que ma grand-mère m'avait légué spécialement pour mon avenir. C'était une somme conséquente, suffisante pour le maintenir à flot pendant une période critique. Nous avions signé un accord simple, presque informel à l'époque, rédigé par un jeune avocat, stipulant qu'en cas de dissolution de l'entreprise ou de séparation, mon investissement initial me serait restitué avec un petit pourcentage d'intérêt. Il l'avait probablement complètement oublié ou l'avait considéré comme une simple formalité. Mais pas moi. J'avais conservé le document original signé dans un coffre-fort, vestige oublié d'une époque plus confiante. C'était une bombe à retardement. Les yeux de mon avocat se sont écarquillés lorsque je l'ai mentionné. Cela change tout,
avait-elle dit, une lueur d'admiration dans le regard. Tu avais toujours 10 coups d'avance, n'est-ce pas? Le changement psychologique était total. La douleur était toujours là, comme un membre fantôme, mais elle ne me contrôlait plus. J'étais lucide, froide, stratégique. Je l'observais avec une curiosité détachée. Je remarquais leur regard furtif, leur façon subtile de se toucher quand ils pensaient que personne ne les regardait, leur sourire presque imperceptible. C'était comme regarder une pièce de théâtre, et j'étais la seule à connaître la fin. L'impatience était presque insupportable, une délicieuse tension montait en moi. La dernière étape de mon plan était la liste des invités pour notre dîner d'anniversaire. C'était une petite réunion intime, juste des amis proches et la famille. Puis, avec un sourire apparemment innocent, j'ai suggéré, oh, et on devrait inviter les voisins. Ils sont si gentils, et on ne les a pas encore vraiment reçus. Mon mari, pris au dépourvu, a hésité une fraction de seconde. Les voisins? Tu es sûr? C'est notre anniversaire. Un peu intime. J'ai balayé ses inquiétudes d'un geste de la main. Absurde. Plus on est nombreux, plus on se marie. De plus, ils sont toujours si gentils. Ce serait impoli de ne pas le faire. Il a haussé les épaules, visiblement mal à l'aise, mais incapable d'expliquer pourquoi. Bon, si vous insistez. Il ignorait que je savais. Il ignorait que je regardais. Il ignorait que je l'avais déjà invité. Et pour couronner le tout, son petit ami, un homme gentil, un peu maladroit, qui travaillait dans la finance et qui était parfaitement inconscient du drame qui se déroulait autour de lui. L'ironie était exquise. Je préparais le terrain pour l'humiliation publique la plus spectaculaire, et ils y allaient droit, le sourire aux lèvres. La seule chose qui me tenait en haleine, c'était la pensée de leur visage quand la vérité les frapperait enfin. Le calme avant la tempête était presque serein. J'étais prête. Le soir de notre dîner pour nos 10 ans de mariage arriva, enveloppé d'une tension presque insupportable. L'air de notre salle à manger, habituellement empli de bavardages tranquilles, était lourd, chargé. J'avais préparé une table, allumé des bougies, choisi la playlist parfaite, une sélection de morceaux classiques qui, ironiquement, convenaient parfaitement à la tragédie imminente. Mon mari, vêtu de son plus beau costume, semblait sincèrement heureux, presque étourdi. Il n'arrêtait pas de me regarder, un sourire possessif au visage, complètement inconscient de l'épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête. L'humour acide bouillonnait en moi. Il pensait célébrer une décennie de bonheur conjugal. Il allait célébrer une décennie de tromperie, dévoilée. Les premiers invités arrivèrent, quelques amis proches, des membres de la famille. L'ambiance était légère, festive, contrastant fortement avec la tempête qui grondait en moi. Puis la sonnette retentit à nouveau. Mon cœur fit un bond. Ça y était. Je me dirigeai vers la porte. Un sourire serein s'afficha sur mon visage. Ils étaient là, la voisine, radieuse dans sa robe bleue scintillante, et son petit ami, l'air un peu dépassé par l'occasion. Je suis tellement contente que tu aies pu venir, ai-je gazouillé d'une voix parfaitement modulée. Les yeux des voisins se posèrent sur moi. Mon mari, un regard rapide, presque imperceptible, qui en disait long. Il lui adressa un hochement de tête nerveux, presque imperceptible. Oh, ils étaient bons, mais j'étais meilleur. Le dîner se déroula avec une lenteur angoissante. Je jouais l'hôtesse parfaite, engageant une conversation polie, remplissant les verres de vin, veillant à ce que tout le monde soit à l'aise. Mon mari, enhardi par quelques vers, commença à raconter notre histoire, embellissant les détails, dressant le portrait d'un lien parfait et indestructible. La voisine était assise en face de moi, croisant mon regard de temps en temps, un petit sourire entendu aux lèvres. Elle se croyait partie prenante, membre du club exclusif. Elle ignorait totalement qu'elle était l'acteur principal d'un spectacle aussi public. Son petit ami, béni soit son innocence, discutait aimablement avec ma cousine, complètement inconsciente. Ce moment arriva après le dessert, tandis que le café était servi. La conversation s'était calmée, un calme confortable s'installant sur la table. Mon mari leva son verre. À 10 ans, commença-t-il, la voix chargée d'émotion. À ma magnifique épouse, qui a été mon roc, mon tout. Je ne pouvais imaginer ma vie sans toi. J'ai souri, un sourire lent et posé qui n'atteignit pas tout à fait mes yeux. Merci, ma chérie, ai-je dit d'une voix douce, presque un murmure.
Et je ne pouvais imaginer la mienne sans toi, ni sans les fascinantes découvertes que j'ai faites récemment. Un vague de confusion polie parcourut la table. Le sourire de mon mari s'estompa. Les regards des voisins se sont braqués sur moi. Une lueur de malaise. Son petit ami avait l'air perplexe. Tu vois, ai-je continué, ma voix s'affirmant. C'est drôle comme la vie fonctionne. On croit connaître quelqu'un, on lui fait une confiance aveugle, et puis un petit message surgit. J'ai marqué une pause, laissant les mots flotter dans l'air. Un message qui change tout. Mon mari s'est éclairci la gorge. De quoi parles-tu, ma chérie, a-t-il demandé, la voix soudainement tendue. J'ai fouillé dans l'élégante pochette que j'avais posée à côté de ma chaise. D'un geste théâtral, j'en ai sorti une tablette fine et élégante. Eh bien, ma chérie, ai-je dit, la voix pleine d'une douce douceur feinte. Puisque nous célébrons l'honnêteté et l'engagement ce soir, j'ai pensé qu'il était juste de partager quelques réflexions. J'ai tapoté l'écran. Une grande image nette s'est projetée sur le mur derrière nous, grâce à un projecteur discret que j'avais installé plus tôt, déguisé en luminaire décoratif. C'était la capture d'écran d'un SMS. Son nom en haut, celui du voisin en dessous, et le message, vivement ce soir. Notre secret, n'est-ce pas? Un halètement collectif parcourut la table. Le visage de la voisine devint blême. Ses yeux écarquillés de terreur. Son petit ami, qui riait quelques instants plus tôt, se figea, la mâchoire affaissée. Le visage de mon mari se vida de toutes couleurs, ses yeux rivés sur l'image projetée. Un cerf pris dans les phares. Oh, mais ce n'est que le début. Ronronnai-je en faisant défiler la tablette. D'autres images défilèrent sur le mur. Des photos d'eux ensemble. Des messages intimes, des dates, des heures, des lieux. Un dossier méticuleusement compilé, exposé à la vue de tous. La pièce était silencieuse, à l'exception du léger vrombissement du projecteur. L'air crépitait de stupeur et d'incrédulité. Vous voyez, expliquai-je en m'adressant aux invités médusés. Pendant des mois, pendant que je construisais ma petite entreprise de loisirs, pendant que je soutenais sa grande carrière, il construisait autre chose. Une vie secrète juste à côté. Je regardais la voisine droit dans les yeux, le regard fixe. N'est-ce pas, voisine? Elle essaya de parler, mais aucun son ne sortit. Son petit ami, pâle et secoué, retrouva enfin sa voix. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Balbutia-t-il, son regard passant d'elle à mon mari, puis à moi. C'est la vérité, ma chérie, dis-je, la voix empreinte d'une satisfaction glaciale. La vérité sur ta copine et mon mari, sur leur rendez-vous secret, leur confession chuchotée, leur mépris partagé pour cette femme coincée et ennuyeuse. Je regardai mon mari, visiblement tremblant. C'est pas comme ça que tu m'appelais, chérie? Coincé, ennuyant? Il parvint enfin à balbutier. C'est un malentendu. Elle ment. Ah bon? Ai-je ri. Un son sombre et sans joie. J'ai tapoté de nouveau la tablette. Un enregistrement audio se fit entendre, d'abord bas, puis plus clair. C'était sa voix, reconnaissable entre toutes, lui murmurant des mots doux, se plaignant de moi, planifiant leur prochaine rencontre illicite. L'enregistrement provenait d'un minuscule enregistreur vocal que j'avais caché dans sa voiture. Le voisin laissa échapper un petit cri étranglé. Son petit ami se leva brusquement, renversant sa chaise. C'est vrai, demanda-t-il d'une voix tremblante de rage. La regardant, elle fondit en larmes, secouant la tête, mais son déni était faible, peu convaincant. Et juste pour faire bonne mesure, ajoutai-je, ma voix tranchant le chaos naissant. Puisqu'il est question de vérité et de conséquences, j'ai également pris la liberté d'informer le conseil d'administration de son entreprise de certaines irrégularités financières. Tu vois, chérie, dis-je en me retournant vers mon mari, ce petit investissement que j'ai fait dans ton entreprise il y a 10 ans, celui que tu as oublié comme par hasard. Mon avocat a été très occupé cette semaine. Il semble qu'il y ait une clause dans ce vieux contrat qui stipule qu'en cas de dissolution du mariage pour infidélité, mon investissement initial, plus une pénalité importante, est immédiatement dû, et compte tenu des preuves que j'ai fournies, je pense que le conseil d'administration trouvera cela très convaincant. Son visage était un masque d'horreur. Il avait l'air complètement défait, son monde soigneusement construit s'écroulant autour de lui. Lui. La voisine sanglotait sans retenue, son petit ami la fusillant du regard avec un mélange de dégoût et de chagrin.
Les autres invités étaient un tableau de choc, certains chuchotant, d'autres le fixant ouvertement. J'ai donc conclu, ma voix claire et forte, 10 ans plus tard, et une fin très publique et très satisfaisante. J'ai levé mon verre, non pas à lui, mais à moi-même. La catharsis était bouleversante, une vague de soulagement m'a submergé. La vengeance n'était pas physique, mais elle était dévastatrice. Sociale, financière, réputationnelle. Il était exposé. Elle était exposée. Et moi, l'épouse abandonnée, j'avais repris mon pouvoir, mon contrôle et mon respect. Les applaudissements dans ma tête étaient assourdissants. Les suites de ce dîner d'anniversaire furent, comme prévu, un tourbillon de chaos. Les retombées immédiates furent un spectacle d'émotions brutes et sans filtre. Le petit ami de la voisine, un homme dont le calme dissimulait un tempérament furieux, l'a traîné hors de chez nous, sa voix n'étant qu'un grognement guttural. Trahison. J'ai entendu leur dispute éclater sur la pelouse, une cacophonie d'accusations et de dénégations larmoyantes jusqu'à ce que leur voiture s'éloigne dans un crissement de pneus dans la nuit. Mon mari, quant à lui, était dans un état pitoyable, affalé sur sa chaise, marmonnant des excuses et des menaces incohérentes. Sa famille, d'abord abasourdie, s'est rapidement retournée contre lui, le visage marqué par le dégoût et la déception. Nos amis, mêlant choc et soutien discret, ont murmuré des mots de réconfort avant de s'excuser discrètement. Les jours suivants furent un tourbillon de réunions juridiques, d'appels téléphoniques et de l'expérience surréaliste de voir la vie soigneusement construite de mon mari se défaire. Le conseil d'administration, confronté aux preuves irréfutables de son infidélité et à la clause financière, a agi promptement. Son poste a été résilié. Sa réputation dans le secteur a été irrémédiablement ternie. L'entreprise, dont il s'était toujours vanté comme son héritage, allait maintenant devoir me verser une indemnité importante, une indemnité qui allait ruiner son avenir immédiat. La justice poétique de cette situation était presque trop. C'était doux à supporter. Il avait utilisé mon argent, mon soutien, pour bâtir son empire. Et maintenant, ces mêmes fondations s'effondraient sous lui, à cause de sa propre imprudence. La procédure de divorce fut rapide et relativement propre grâce aux preuves irréfutables et à l'accord préexistant. Je suis reparti avec mon investissement initial, un accord substantiel et, surtout, ma dignité intacte. Il restait avec les ruines de sa carrière, une réputation entachée et le goût amer de l'humiliation publique. La voisine dont j'avais entendu parler a quitté la ville peu après, incapable d'affronter les murmures et les escaliers. Sa relation était terminée. Sa vie bouleversée. Je n'éprouvais aucune joie à sa souffrance, seulement une satisfaction tranquille que justice, à sa manière, ait été rendue. La vie après la tempête n'était pas un paradis magique et ensoleillé, mais elle était indéniablement paisible. Le bourdonnement constant d'anxiété qui m'avait accompagné pendant des années s'est enfin apaisé. Le poids sur ma poitrine s'est allégé. Il y avait encore des moments, bien sûr, où une pointe de tristesse refait surface, une douleur. Nostalgique pour la vie que je pensais avoir, l'avenir que j'avais imaginé. 10 ans, c'est long, et on ne peut pas l'effacer sans laisser de cicatrices. Mais les cicatrices s'estompaient, remplacées par une force tranquille. Je me suis investi dans mon entreprise, transformant mon petit hobby en une entreprise florissante. La liberté financière était libératrice, mais la véritable libération venait de l'intérieur. Je ne cherchais plus de validation extérieure. Je n'avais plus besoin d'être vu pour être reconnu par les autres. Je me suis vraiment vu pour la première fois depuis longtemps. J'étais intelligente, résiliente, capable. J'avais affronté la trahison ultime et j'en suis ressorti non pas brisé, mais renforcé. J'ai réappris à faire confiance à mon instinct, à écouter cette petite voix intérieure qui m'avait si longtemps averti. J'ai appris que parfois, la plus grande force ne réside pas dans le combat bruyant, mais dans la planification silencieuse, l'observation et la précision au moment opportun. J'ai appris que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans le contrôle de soi-même, de ses émotions, de son destin. Ma maison, autrefois théâtre de tromperie, est devenue mon sanctuaire. Redécorée, purgeant les espaces de leurs vieux souvenirs, les remplissant d'une énergie nouvelle, de nouvelles possibilités. La salle à manger, où la vérité avait été dévoilée, n'était plus un lieu de douleur, mais le symbole de mon triomphe. La dernière fois que je l'ai vu, c'était par hasard dans une épicerie du coin. Il paraissait plus âgé, les épaules affaissées, le regard hanté. Il m'a vu et, l'espace d'un instant, une lueur de honte, de regret, a traversé son visage.
Il s'est détourné rapidement et a disparu dans une allée. Je n'ai ressenti ni colère, ni même pitié, juste un profond détachement. C'était un fantôme d'une vie antérieure. Une leçon apprise. Je suis sorti du magasin, le soleil me réchauffant le visage, une douce brise faisant bruisser les feuilles des arbres. Le monde semblait vibrant, plein de promesses. J'avais perdu un mari, un mariage, une décennie de ma vie, mais je m'étais retrouvé, et je réalisais que c'était le plus grand bien de tous. Le voyage avait été long, semé de douleur et d'humiliation, mais j'avais traversé le feu et j'en étais sorti, non pas indemne, mais d'une élégance indéniable. Je m'étais prouvé, à moi-même comme à tous ceux qui doutaient de moi, que je n'étais ni invisible, ni jetable. J'étais une force. Et tandis que je m'éloignais, laissant le passé derrière moi, une pensée résonna dans mon esprit, une affirmation silencieuse et puissante. Certains secrets ne sont pas faits pour être gardés. Ils sont faits pour être révélés. Et alors, ils deviennent le fondement même de votre liberté.